Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la société Astem Digital. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu du 3Shape Orthosystem, donc tout ce qui va être setup, et de l'impression 3D en grande partie. Alors pourquoi l'orthosystème? On a déjà fait un webinaire sur le Clearliner Studio. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite éventuellement à le regarder sur notre chaîne YouTube. Ici, on va préciser certains points et surtout, on va l'utiliser pour illustrer les principes d'impression 3D qu'on va voir juste avant. Alors, pour me présenter rapidement, moi je suis Lucas Fix de la société Astem Digital. Voilà, donc je suis formateur sur la plupart des produits CFAO qu'on propose, alors, les logiciels TreeShape de conception, caméra, imprimante 3D, etc. Oui, donc la société Astem Digital, c'est une société qui a 15 ans d'expertise dans l'imagerie, la CFAO, le numérique dédié au dentaire. Donc on travaille effectivement sur l'informatique, les logiciels de gestion de cabinet, la mise en place du réseau, les logiciels de conception et de fabrication, l'imagerie, donc tout ce qui va être radio, CBCT, radio panoramique, et puis ce qu'on appelle le digital workflow, donc tout ce qui va être dédié à la conception. Donc usineuse, imprimante 3D, le consommable, et puis bien sûr la caméra Trios TreeShape. Alors, oui, donc on essaie de se démarquer sur notre accompagnement au cours de la courbe de progression. Donc tout commence effectivement par des conseils, donc un audit de la mise en place de votre structure d'un point de vue numérique. Ensuite, effectivement, on vous accompagne dans l'installation et la formation initiale. Se poursuit ensuite avec la hotline. Donc si on a une hotline qui est dédiée et qui est localisée en Avignon. Le SAV, ça comprend tout ce qui va être panne et dépannage, voilà, c'est au besoin. Et puis les stages de perfectionnement pour tout ce qui va être webinar justement, formation à distance ou formation sur site tout au long de cette courbe de progression. Donc je vais rapidement à nouveau vous parler du Clearliner Studio parce qu'on va l'évoquer dans ce webinaire. Alors, le Clearliner Studio, c'est un module de l'orthosystème de TreeShape, donc c'est un logiciel qui va vous permettre de concevoir, en grande partie, concevoir des traitements d'alignement par gouttière séquentielle. Donc, j'ai noté 4 mots-clés. Donc effectivement, on peut noter intérêt croissant parce que les aligneurs, c'est un des domaines de la dentisterie qui connaît une croissance l'une des plus rapides du secteur. Au niveau des brevets, certains brevets ont expiré plus ou moins récemment, ce qui a donc ouvert des portes pour concevoir ça en interne, donc que ce soit au laboratoire ou directement au cabinet. Et puis c'est un logiciel tout en un, donc oui, effectivement, innovant et puissant, qui va permettre donc de faire des analyses, tout ce qui va être analyse orthodontique, analyse de Bolton, Tanaka-Johnson, calcul d'encombrement, etc. Et qui va permettre la configuration et la mise en place de traitements par aligneur et de préparer la production. Ok, donc maintenant on va parler un peu plus en détail de l'impression 3D. Donc là je vais vous présenter rapidement le concept de l'impression 3D, les différentes technologies qui sont prédominantes, ou du moins qui vont nous intéresser dans la dentisterie. Et puis ensuite je vous présenterai les modèles que nous on propose et après on passera sur le logiciel pour un peu de pratique. Donc, l'impression 3D, c'est effectivement une technologie en fait de fabrication qui a la différence de l'usinage, donc qui est une fabrication soustractive. Là, on va être sur une fabrication additive. Donc, c'est une technologie qui va utiliser un dépôt de matière pour concevoir un élément en partant de rien du tout.
Donc là, pareil, hein, j'ai mis quelques mots-clés. Donc simple, oui, donc c'est effectivement une technologie qui est simple d'utilisation. Elle est assez facile à mettre en place, que ce soit au laboratoire ou au cabinet, dans le sens où elle nécessite pas grand-chose en termes de connaissances. Hein, c'est-à-dire, on va pas vous demander d'avoir des connaissances précises avant installation. Il n'y a pas besoin de compresseur, ça ne fait pas de poussière, d'aspiration, ou de logiciels ultra complexes à prendre en main. C'est quand même relativement simple à mettre en place. Rapide, oui, parce que c'est effectivement quelque chose qui va être rapide. On le verra tout à l'heure, hein, on va faire un traitement par aligneur qu'on va mettre sur un plateau d'impression, et vous verrez déjà le temps estimé pour concevoir ou du moins réaliser cette impression-là. Abordable, donc le prix des machines, effectivement, c'est pas quelque chose qui est particulièrement cher, hein, si on le compare à l'usinage, du frittage laser ou autre. Donc c'est des machines qui sont pas excessivement chères, et de même pour le consommable. Donc les pièces complexes, oui, donc on va pouvoir effectivement faire des pièces qui ne sont pas faisables par une autre technologie. Donc je peux prendre l'exemple par exemple d'un modèle évidé. Bon, c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement actuellement, pas par usinage, hein, mais par impression, c'est très simple. Pas de perte de matière, oui, donc surtout pour les imprimantes résine, on va toujours pouvoir réutiliser, il n'y a pas forcément de chute. On pourra toujours réutiliser quasiment à l'infini la résine tant qu'elle n'est pas sans. Alors, beaucoup de RAM. Alors, je vais mettre en pause mon stream de manière à ce que vous ayez peut-être un peu moins de RAM. Alors, excusez-moi, je vais faire une petite manipulation. Ok, donc là, ça devrait être normalement un petit peu mieux d'un point de vue son. Ok. Après, bon, je peux vous parler éventuellement des inconvénients. Donc les inconvénients dans certains types de technologies, on va avoir une odeur qui va se dégager dans certains cas. Et puis il y a certains matériaux qui ne sont pas disponibles à l'impression 3D, hein, comme le disilicate de lithium, le titane ou même la plupart des métaux en général. Voilà. La céramique, ça commence à être possible sur des imprimantes très coûteuses. Est-ce que le son, c'est un problème qui est généralisé ou c'est très ponctuel? Est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat si vous avez pour la plupart du son? Ok. Ok. Je vais commencer par vous présenter bon, a priori ça a l'air bon, la FDM, donc qu'on appelle couramment le dépôt de fil fondu. Donc c'est une des technologies qui a émergé le plus rapidement au début du 21e siècle. Donc c'est pour le fonctionnement général, hein, c'est une imprimante qui va déposer un filament fondu par couches successives, donc ça les unes sur les autres, et donc notre élément va se construire en 3D. Donc là les couches en fait, si vous voulez, elles vont être fusionnées les unes aux autres, et cet empilement de couches va générer cet élément. Donc ça utilise effectivement des matériaux thermoplastiques, hein, donc du PLA ou de l'ABS. Donc c'est un matériau qui peut sentir, qui peut dégager une certaine odeur. Donc ça c'est ce que j'ai mis dans les inconvénients effectivement, hein. Il y a un temps d'impression qui est relativement long parce qu'il va venir faire effectivement la première couche du premier modèle, puis la deuxième, troisième, etc. Il va faire ça pour l'ensemble. C'est aussi des imprimantes qui ont besoin de beaucoup de maintenance en termes de bus bouchés, ce genre de choses. Et puis pour finir, la précision qui est pas forcément toujours au rendez-vous selon les indications, selon ce qu'on veut faire avec. Après, au niveau des avantages, c'est effectivement quelque chose qui est pas cher, hein, c'est les imprimantes les moins chères du marché, voilà, mais qui selon moi sont plus dédiées à une utilisation de bureau, hein,
Le prix du consommable, pareil, hein, très peu cher. Il n'y a pas de post-traitement en particulier à faire, comme on peut avoir sur les imprimantes résine qu'on verra tout à l'heure. Voilà, la mise en place aussi, hein, est très très simple. Et puis on va pouvoir quand même thermoformer dessus sous certaines conditions, donc ça nécessite quand même de faire un certain remplissage du modèle pour pas qu'il y ait une déformation au moment du thermoformage. Donc voilà un petit peu pour la technologie FDM. Ensuite, on va parler de la SLA et la DLP. Donc ça, c'est les deux technologies qui sont prédominantes dans la dentisterie, tout simplement parce qu'on va pouvoir utiliser des résines, donc tout un large panel de résines, pour certaines biocompatibles, et puis surtout, on va économiser beaucoup en temps d'impression. Voilà. Donc le SLA, c'est le procédé par stéréolithographie. Donc, vous connaissez peut-être par exemple la Formlabs. C'est un laser qui va venir photopolymériser une résine, voilà, une résine photopolymérisable dans un bac d'impression. Pour le DLP, donc ce qui s'appelle le Digital Light Processing, donc là on va être sur un vidéoprojecteur, un écran LCD ou ce type de système qui va flasher entièrement la première couche. Donc à la différence du SLA, hein, je vais tout de suite vous préciser la différence. Le SLA va venir dessiner, un petit peu comme pour le FDM, la première couche. Le DLP va venir afficher toute une première couche. Donc ça c'est la différence notable, hein, entre les deux. Donc c'est effectivement des technologies qui sont recommandées quand on veut imprimer des détails fins, hein, et avoir une résolution d'impression assez élevée. Donc on va avoir notre résine photosensible dans un bac, le plateau d'impression va venir s'immerger, hein, laisser une fine couche de résine, et puis notre dispositif lumineux va venir photopolymériser cette résine, puis le plateau va légèrement monter, et on va photopolymériser la suivante, et ainsi de suite, pour créer notre élément de cette manière, hein, pour la plupart du temps tête en bas. Alors, c'est effectivement des imprimantes qui ont beaucoup d'avantages, hein. Déjà en termes de choix de matériaux, il y a tout un panel de résines disponibles sur le marché, biocompatibles, avec des charges céramiques, enfin voilà, on verra ça un petit peu plus tard, je vais vous montrer quelques résines. Elles sont donc très rapides, surtout pour la DLP, parce que comme je vous le disais, hein, le laser va pas venir dessiner cette forme, il va venir flasher. Donc le temps d'impression n'est pas dépendant du volume d'impression, mais plutôt de la hauteur de votre plateau. Donc c'est vraiment votre axe Z qui va déterminer. D'accord ? Très précis. Donc pour la plupart des machines actuelles dernière génération, c'est des impressions qui sont quasiment impeccables, hein. Et puis le thermoformage est possible aussi quasiment tout le temps. Inconvénient, bon, bah, certaines résines ont une odeur. Donc la plupart aussi des machines sont dans des enceintes fermées, ce qui permet de limiter ces odeurs. Le coût du consommable, oui, donc ça aussi ça dépend, hein, on peut trouver des résines à 40 € et puis d'autres à 300. Donc après il y a tout un choix à faire en fonction de ce qu'on veut faire, mais voilà, de manière générale, le consommable est un peu plus cher que sur d'autres technologies qu'on a pu voir auparavant. Et puis c'est des imprimantes qui nécessitent beaucoup de rigueur, parce que le FDM, effectivement, quand on vient construire l'élément, on a tout de suite une indication, on voit tout de suite si y a un problème d'impression. Si tel est le cas, on peut rapidement arrêter l'impression et corriger le tir. Sur du SLA, du DLP, la plupart du temps, l'élément est immergé dans la résine, donc on voit pas forcément s'il y a un problème. Donc ça nécessite vraiment une rigueur dans le nettoyage, la mise en place de l'impression, pour que tout se passe au mieux. Et pour finir, je vais vous parler un petit peu du SLS, SLM, donc c'est en fait le frittage et la fusion laser. Je sais que ça commence à être présent dans quelques laboratoires, donc c'est ce qu'on appelle couramment le frittage laser. Donc le SLS, on est vraiment sur le frittage sélectif par laser, et SLM sur la fusion par laser. Donc c'est généralement utilisé par des industriels, hein, et on a une énergie qui va être dégagée par un laser, et qui va permettre d'agglomérer entre eux des grains de matière qui sont donc réduits en poudre.
Ça peut être plastique, céramique ou métal, et ça va donc permettre de former une structure solide sans les fusionner. Et donc à la différence, le SLM, ça va être grosso modo le même système, sauf que ça va pas seulement les agglomérer entre eux, ces grains, ça va les fusionner, ça va vraiment les fondre pour voilà. Donc on a un peu moins de porosité techniquement sur ce type de technologie. Après ça convient pas à tous les matériaux, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Voilà. Oh, je suis allé un peu trop loin, excusez-moi. Ok. Donc au niveau des avantages, c'est des plateaux d'impression qui sont industriels, donc très étendus, on peut faire énormément de frittage en même temps. Les matériaux sont pas très chers. Oui, et réutilisables, hein. Et puis un large panel effectivement de matériaux, hein, comme je vous citais avant, la céramique, le métal, enfin des matériaux qui sont habituellement pas imprimables en 3D. Au niveau des inconvénients, c'est quelque chose qui forcément va dégager énormément de poussière. C'est pour ça qu'il est indispensable la plupart du temps de porter des équipements de protection individuelle. Et puis c'est des machines qui sont extrêmement coûteuses. Après, on va pas forcément parler des autres technologies, on a toute une multitude. Je vais juste vous évoquer le PolyJet. Donc le PolyJet, il y a quelques imprimantes pareilles, hein, entre guillemets industrielles qui existent. Donc là, on est sur une tête d'impression qui va projeter un matériau photopolymère. Donc sur le plateau d'impression, et la résine liquide va être solidifiée par une source lumineuse. Donc c'est de la résine comme ça qui va être projetée, ce qui permet de faire des différences de couleurs. C'est ce que j'avais sur mon premier slide de l'introduction. Donc là, on est sur une technologie PolyJet, donc avec des différences de teintes. Je reviens dessus, pardon. Et puis je finirai avec la bio-impression 3D, donc qui se développe de plus en plus, hein. Donc c'est une technologie qui consiste à générer un agglomérat de cellules, et puis de cette manière-là, on va pouvoir imprimer des tissus ou des cellules vivantes par impression 3D. Donc actuellement, il est déjà possible de fabriquer des os ou du cartilage. Pour les organes, on attendra encore un petit peu. Alors, les imprimantes 3D que propose la société Astem Digital, on a premièrement la Sprint Tray Pro, donc, qui est une imprimante DLP. Donc, je vais vous parler rapidement de ses caractéristiques techniques. Donc, en termes de résolution, donc il y a une précision maximale de 50 microns sur l'axe Z. D'accord, donc ça va être l'épaisseur de chacune des couches. Et puis la résolution du vidéoprojecteur, on est sur du 95 microns en XY. Donc c'est quand même quelque chose d'assez précis. La capacité, donc elle permet un volume industriel, hein, de production jusqu'à 21 arcades, là comme sur le plateau, hein, donc à la verticale, avec une vitesse de 50 mm par heure sur l'axe Z. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le temps d'impression dépend du volume et non pas il dépend de la hauteur en Z et non pas du volume d'impression, pardon. Donc là, hein, grosso modo, qu'on mette un modèle ou qu'on en mette 21, ça mettra exactement le même temps. La durée de vie du bac, 50 litres d'impression, donc quelque chose d'assez économique. Elle est contrôlée donc par un logiciel qui est fourni avec, et on peut la piloter aussi pour les configurations par l'ordinateur intégré. Ok. Et l'Annexdan 5100. Donc là, on est sur un volume d'impression de à peu près 125 mm par 70 mm. Donc en termes de XY. Et en Z, on est à 20 cm. Donc on va pouvoir imprimer des éléments jusqu'à 20 cm de haut. Le gros avantage de celle-ci, c'est qu'on va pouvoir même les empiler. D'accord ? Donc là, pareil, on est sur un projecteur à 405 nanomètres, hein, donc des UV. Et puis une résolution, donc pour là qui est un peu plus précise, donc 25 microns en Z et 65 microns en XY, avec une vitesse d'impression moyenne de 65 mm par heure en hauteur. Donc vous verrez, c'est quelque chose de très très rapide. Notre setup, on va le mettre tout à l'heure sur le logiciel de cette machine-là, et vous verrez que c'est assez rapide. Donc cette imprimante,
Il y a dans la même gamme en fait le mélangeur qui va vous permettre de mélanger les bidons de résine avant utilisation, parce que pour la plupart des résines dentaires elles sont très chargées, que ce soit en charge ou en colorant. Donc par exemple pour la résine CEB, donc il y a des charges de céramique hybride, c'est absolument nécessaire de bien la mélanger avant impression. Et puis vous avez aussi la chambre UV en fait, qui va permettre le post-traitement. Je vais vous expliquer juste après. Donc qui est équipé d'ampoules UV et qui va vous permettre de faire une polymérisation rapide et uniforme. Donc toute cette gamme de produits, elle est nécessaire quand vous voulez imprimer des matériaux biocompatibles NextDent, dans le sens où cette biocompatibilité, elle est validée pour l'ensemble du flux NextDent et pas seulement pour l'imprimante. D'accord ? Donc les résines rapidement, là on est sur la gamme NextDent. Donc on a premièrement la denture 3D+, donc qui attend sa certification CE, mais qui va arriver là dans les prochaines semaines, qui va donc permettre d'imprimer des dentures bases, donc des surfaces polystabilisatrices de prothèses complètes, biocompatibles, classe 2A. La CEB, donc qui est la fameuse résine microchargée en céramique, donc on va pouvoir imprimer des provisoires ou des petites restaurations temporaires. La résine Try-In qui est pour tout ce qui est essayage en bouche, donc biocompatibilité classe 1. La Tray pour les porte-empreintes, pareil, biocompatible classe 1. La Surgical Guide pour les guides chir, classe 1 aussi. La modèle 2.0, donc pour tout ce qui va être impression de modèle. Gingiva Mask donc elle est légèrement élastique, elle va permettre d'imprimer les fausses gencives si je veux faire un modèle implantaire. La modèle ortho, donc pour imprimer des modèles orthodontiques et qui n'a pas de déformation suite au thermoformage. Et puis l'orthoclear et orthorigide qui sont les résines pour imprimer directement de la gouttière ou de la plaque palatine si je veux faire une plaque de lait ou ce genre de choses. Classe 2A, pour indéterminé en bouche. Je réponds tout de suite à la question. On peut pas les utiliser pour de la ligneur. C'est clairement dédié à de la gouttière occlusale, bruxisme, ce genre de choses. Mais à ligneur, non. IBT, donc qui est légèrement souple pour le collage indirect, et la caste, qui est donc la calcinable. Et je vais donc finir cette présentation par le post-traitement. Donc pour ces imprimantes-là que je vous ai montrées, il va être nécessaire de faire un post-traitement après impression. Donc tout commence effectivement par retirer l'élément du plateau d'impression. Donc on va pouvoir le décrocher avec une spatule, détacher, un petit peu comme une maquette, détacher les supports, vous le verrez un petit peu plus tard. Et ensuite on va donc devoir nettoyer, donc passer cet élément dans une cuve remplie d'alcool isopropylique, qui est le solvant indiqué pour la résine. Et puis on va retirer en fait les excédents de résine qui se logent dans toutes les petites aspérités du modèle. Et ensuite on va donc appliquer une post-polymérisation qui va donc être la solidification finale du modèle. Il faut savoir que un élément imprimé en SLA ou en DLP n'a que les 2/3 de sa dureté finale. Donc il va falloir le mettre effectivement dans une post-polymérisation de manière à pouvoir solidifier cet ensemble et pouvoir l'exploiter correctement. Donc ça c'est indispensable pour le biocompatible et le calcinable aussi, si vous voulez pas avoir des cylindres qui explosent au four ou ce genre de choses. Donc voilà un petit peu pour l'impression 3D. On va maintenant passer sur le logiciel Ortonalizer. J'ai déjà fait un setup, j'ai déjà fait l'ensemble, je vais quand même repasser sur la plupart des outils de manière à vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Et ensuite on mettra tout ça sur un plateau d'impression comme si on allait lancer l'impression. Alors, je passe à présent sur le logiciel Ortonalizer. Alors, je vais donc vous pouvez voir, le modèle a déjà été mis en socle. Je vais pas forcément revenir dessus. Si éventuellement vous avez des questions par rapport au modèle à faire à cheval, vous pourrez les poser à la fin ou éventuellement par mail, j'y répondrai.
là, je vais essayer d'avancer un petit peu sur le setup directement. Donc, je vous avais évoqué la fois dernière la possibilité de pouvoir aligner notre scan intraoral sur un CBCT. Donc, pour ce cas-là, j'ai intégré effectivement un CBCT juste là. Alors, ça va être un petit peu plus de temps à charger, mais ça va être relativement rapide. Oui, je vais aussi enlever éventuellement la vidéo. Je la remettrai à la fin pour les questions. Ça va, je pense, fluidifier un petit peu le stream. Ok. Donc là, je suis sur mon modèle destiné effectivement à mon setup. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mon CBCT qui est juste là. D'accord. Je vais donc pouvoir les importer juste là, dans Ouvrir modèle d'ICOM. Hein. Vous avez juste à venir ici, récupérer votre première couche au format DCM, ou bien avoir un DICOM compilé directement. D'accord. Ensuite, vous sélectionnez ici automatiquement toutes les couches et il va venir vous prendre l'ensemble. Donc là, il vient de me l'importer. Ensuite, je vais pouvoir effectivement l'aligner. Donc pour l'aligner, on va aller sur cet outil-là, l'alignement, hein, et qui va donc nous permettre de placer un point sur notre modèle et on va mettre le point correspondant sur le CBCT. On va en faire 3 au maxillaire, 3 à la mandibule, de manière à ce que le logiciel puisse nous combiner les deux. Donc là, pareil, hein, c'était déjà fait. J'ai fait tout ça pour éviter d'avoir justement des temps de chargement un petit peu longs. Donc là, on a notre alignement. Au préalable, c'est-à-dire avant de commencer le setup, on va devoir partitionner notre modèle, le fractionner de manière à rendre les dents indépendantes les unes des autres. Donc là, tout commence effectivement par placer des points proximaux. Donc cette étape-là va nous permettre de donner l'information au logiciel que de la largeur de la dent et donc lui permettre de détecter la limite du collet. D'accord ? Donc je fais ça pour l'ensemble. En positionnant sur la dent en question, je positionne les points proximaux. Donc là, pareil, hein, je l'ai déjà fait. On va tout de suite passer à la suite. En fonction de ces points proximaux, il me définit donc une découpe. La plupart du temps, elle est assez juste. Donc, il peut y avoir 2-3 détails à corriger. Donc, on se positionne sur la dent à modifier et puis on vient corriger ce fameux tracé. Ensuite, on va avoir l'outil de sculpture. Hein, donc, je ne vais pas non plus représenter tous ces outils. C'est les mêmes que sur l'ensemble du flux TreeShape. Hein, donc, on va avoir le morphing qui permet de déplacer de la matière, le couteau à cire pour en ajouter, etc. Suivant. Et on arrive donc sur le centre de rotation. Et c'est ici que notre cone beam va avoir tout son intérêt. Donc, je vais, avec le petit slider, l'afficher à nouveau. D'accord ? Je vais retirer les tissus mous parce que là, ils m'embêtent. Donc là, je me retrouve avec mes dents fragmentées, donc du scan intraoral, matchées directement sur mon CBCT. Et là, je vais pouvoir donc jouer sur mon bone alpha value pour essayer d'avoir une vue un petit peu plus radio. D'accord ? Voilà. Et enamel alpha value. Voilà. Donc de cette manière, je vais pouvoir mettre en évidence les racines et donner l'information au logiciel de la position de mon apex et de l'orientation de ma racine. Et là, je vais pouvoir donc me positionner sur chacune des dents et corriger en fait cet axe d'insertion pour que mon type et mon torque, hein, au moment du setup, soient les plus exacts possibles. Donc là, vous voyez, hein, le logiciel nous crée des départs de racines dans le cas justement où on n'a pas ce CBCT. Donc là, vous voyez que c'est clairement l'idéal, hein, d'avoir cette information-là. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette segmentation. Terminé. Donc là, je viens de finir mon fractionnement du modèle. D'accord ? Je vais maintenant pouvoir aller dans mon setup virtuel et créer un plan de traitement.
Donc là, pareil, hein, je peux éventuellement conserver mon CBCT de manière à faire mon setup et d'avoir l'information sur les positions de la racine. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Donc là, c'est un setup que moi j'avais fait au préalable hein, pour gagner un petit peu de temps. Je vais en faire un nouveau ici, qu'on va laisser comme ça. D'accord ? Ok. Donc là, je suis sur la position actuelle des dents du patient. Et je vais pouvoir donc double-cliquer dessus et appliquer des transformations. Donc là, je vais enlever le CBCT, remettre les tissus mous. Et je vais donc pouvoir appliquer des transformations de manière à pouvoir créer mon setup idéal. D'accord ? Okay. Donc là, vous voyez, les tissus mous s'adaptent en fonction. Et je vais pouvoir faire donc la position finale. Ok ? Je ne vais pas le faire hein, dans le détail, je vais surtout vous présenter un petit peu les outils, puisque je sais qu'il y avait pas mal de questions sur tout ça. Donc on va pouvoir activer une détection des collisions hein, de manière à voir les endroits où il peut être nécessaire de faire un stripping. Alors ça peut me donner une information de stripping ou bien simplement l'information pour pouvoir adapter mes mouvements. Je peux générer des seuils de collision et les limiter aussi, c'est-à-dire que le logiciel ne m'autorise pas à aller au-delà de 0,3 mm d'interpénétration. Ça, c'est quelque chose de possible. Hein. Donc c'est ici, hein, c'est des contraintes qu'on va pouvoir paramétrer dans le panneau de configuration. Je vais pouvoir simuler une extraction de dents, simuler un stripping. Alors, le fait de simuler le stripping, j'anticipe aussi la question, hein, après il faut effectivement le reproduire en bouche. Donc l'idée c'est pas de savoir en fait comment faire le stripping, mais plutôt à quel moment. C'est-à-dire je vais pouvoir simuler mon stripping à une étape de mon sous-setup, et de cette manière, quand je vais générer mon calendrier d'aligneur, je vais avoir l'indication que mon stripping doit être fait au sub-setup 5, donc un stripping 0,3 mésial sur la 21. Voilà. Donc c'est surtout pour ça. Au niveau des attachements, c'est ici que je vais pouvoir générer des taquets d'aligneurs. D'accord ? Donc il y en a un certain nombre qui sont déjà pré-rentrés dans le logiciel, donc en fonction de la transformation. D'accord ? Donc là, angulation distale, tac. Donc il est orienté de telle manière à ce que ça soit optimal pour le déplacement en question. Une fois que mon setup est terminé, je vais donc le partitionner. D'accord ? Donc je vais aller ici sur les 4 petites dents, subdiviser setup, et je vais pouvoir donc soit rentrer un nombre de subdivisions, soit rentrer une translation ou une rotation maximale par sous-setup. Donc là, en fonction des déplacements que j'ai effectués sur donc, ma position finale, le logiciel a estimé qu'il faudrait 28 aligneurs pour arriver au traitement final. Et donc pour chaque aligneur, j'aurai une translation de 0,10 et une rotation max de 0,5. D'accord ? Donc une fois que ça s'est appliqué, donc je vais revenir sur mon setup précédent pour ça. Hein. Voilà. Donc là en fait j'avais fait mes transformations et il m'avait estimé 10 aligneurs. D'accord ? Donc mon original avec attachement, donc qui va servir de transfert pour positionner les attachements, et puis l'ensemble de mon traitement. Une fois que ça c'est effectué, donc j'ai effectivement possibilité de jouer sur la chronologie du setup. Donc ça, bon, je vais peut-être pas vous le remontrer là, parce qu'on va encore passer sur le logiciel de l'imprimante. Si vous avez des questions sur ça, je vous invite à voir éventuellement le webinar sur les clear aligners. J'avais traité ce sujet. Je vais pouvoir ici aller donc sur exporter le setup. C'est ce qui va donc me permettre de récupérer mon traitement sous format STL et pouvoir donc lancer cette impression sur mon imprimante 3D. Donc là, vu que j'ai fait un setup seulement au maxillaire, il m'a coché mes modèles maxillaires. D'accord ? Je peux générer automatiquement une étiquette ID avec plusieurs informations. Hein. Ça peut être le nom, le titre, le numéro du sous-setup. Donc là, c'est ce que j'ai mis. Hein. Vous voyez, j'ai un petit 10 parce que c'est ma dernière étape. Et donc, ça va me permettre de pouvoir les identifier sur mon plateau d'impression.
J'ai un chemin d'accès qui a directement été défini sur mon bureau, donc là en appuyant sur exporter, tout arrivera dans un dossier sur le bureau nommé export STL et donc va contenir l'ensemble de mes modèles. Okay. Donc là j'ai pas fait export parce que ça peut être un petit peu long, je l'avais fait au préalable. Donc on va maintenant passer sur le logiciel d'impression 3D, 3D Sprint, qui est donc le logiciel de l'Annexdan, d'accord, l'Annexdan 5100 qu'on a vu juste tout à l'heure. Donc là, vous pouvez voir un plateau d'impression avec mes 10 modèles. C'est les 10 modèles qu'on avait juste avant. Donc vous voyez, hein, là, ils sont identifiés, 2, 4, 3. Et donc comme ça, je vais pouvoir identifier mes transformations, parce que c'est pas forcément évident quand j'ai des déplacements de 0,10 mm. Donc voilà, là c'est en fait le plateau final, hein, une fois que tout est en place. Je vais maintenant vous montrer un petit peu les outils du logiciel. D'accord ? Alors, donc vous avez un premier onglet qui est préparé. Donc cet onglet-là, il vous permet d'importer un fichier 3D. Donc là, dans mon dossier, hein, je vais prendre mon subsetup 1. Voilà. Donc là, j'ai mon modèle. Et je vais pouvoir appliquer un certain nombre de transformations. Donc je vais pouvoir les vider, l'extruder, le couper éventuellement, le graver, enfin je vais pouvoir faire un certain nombre de modifications. Donc ça c'est des choses effectivement sur la plupart des imprimantes, on utilise des logiciels annexes, là tout est intégré dans le logiciel de l'imprimante. Donc je peux apporter une modification sur mon modèle si je me rends compte d'artefacts ou d'un oubli. Dans imprimer, dans l'onglet imprimer, je vais donc retrouver tous les éléments nécessaires à mon impression. D'accord ? Donc je vais pouvoir effectuer, donc une fois que mon placement est effectué, effectuer un contrôle qualité. D'accord ? Donc là, je vais demander au logiciel de vérifier un certain nombre de notions, donc mon volume d'impression, les frontières, donc ça va être par rapport à la sortie du plateau d'impression, les géométries, donc ça peut être si j'ai des artefacts ou des problèmes de maillage sur mon fichier 3D, et éventuellement des collisions. Donc à partir du moment où j'ai quelque chose qui n'est pas valable par le logiciel, il va me mettre une petite croix et me demander effectivement de rectifier ça. Donc dans transformer, je vais pouvoir déplacer maintenant mes impressions. Donc je vais pouvoir les positionner, les incliner, etc. de telle manière à ce que mon impression soit la plus rapide possible. D'accord ? Donc on avait vu tout à l'heure qu'une impression DLP fonctionnait avec un plateau qui venait s'immerger dans la résine liquide. Donc là, ce plateau, il est symbolisé en fait hein, par ce cadre-là. Donc là, j'ai mon plateau à l'envers. Donc si vous voulez, ma première couche d'impression, elle va être ici, ma dernière juste là. Donc pour que j'ai une certaine accroche de mes modèles sur le plateau d'impression, je vais devoir générer une sorte de réseau d'échafaudage, hein, ce qu'on appelle ici des soutiens intelligents. Et donc je vais pouvoir créer des supports avec des pré-réglages, donc ça je vais pas vous les expliquer ici, mais créer un certain nombre de supports de manière à ce que mes éléments soient maintenus sur mon plateau d'impression. Donc là vous voyez, hein, j'avais positionné mon modèle, mes modèles les uns au-dessus des autres, donc je peux aller jusqu'ici. Donc là on est à peu près sur du 20 cm, d'accord ? Donc ça va me permettre de faire par exemple une impression nocturne de 7, 14, 21 modèles. Okay ? Donc voilà pour la mise en place sur le plateau d'impression. Je vais pouvoir aller ici dans estimer, d'accord ? Donc ça va me faire un petit calcul rapide, et là je vois que je vais utiliser en termes de résine, donc on est sur la résine Nexdan modèle 2.0, 107 grammes de résine, d'accord ? Donc ça me permet aussi de voir la résine nécessaire à mettre dans la machine, et surtout je vais avoir une estimation du temps d'impression. Alors c'est pas seulement une estimation, hein, c'est vraiment le temps que ça va mettre, tout simplement parce que ça va être, c'est prédéfini. C'est-à-dire le volume d'impression va être découpé en un certain nombre de couches, et chaque couche va être exposée tant et tant de secondes. Donc c'est quelque chose qui est déjà calibré et préparé. Hein. Donc là on va être sur 1 heure et 4 minutes pour ces 10 modèles-là. Donc effectivement quelque chose de très très rapide.
Voilà un petit peu pour ce logiciel-là. Je vais encore vous montrer la possibilité, voilà, de générer des modèles creux directement dans le logiciel de mise en place de l'impression. Comme je vous disais avant, hein, pour la plupart des cas, on utilisait souvent des logiciels annexes. Là, on peut le faire directement au moment de la mise en place de l'impression. Donc, je vais définir une épaisseur de paroi, d'accord. Ouais, je vais définir une épaisseur de paroi d'1 millimètre, par exemple, et je vais creuser mes modèles. Et suite à ça, donc, le logiciel va me demander de positionner des trous d'évacuation pour ma résine liquide. Parce que sinon, je vais avoir une coquille d'1 millimètre avec à l'intérieur de la résine liquide. Donc c'est pas intéressant. Là, l'idée de faire ça, hein, c'est pour économiser non pas du temps d'impression, mais plutôt du volume de résine. D'accord ? Parce que comme je vous expliquais, hein, le temps d'impression, il dépend du nombre de couches, donc de cette hauteur-là. D'accord ? Donc là, je vais placer par exemple en bas un trou d'évacuation ici et éventuellement un ici. Donc là, je peux le faire sur l'ensemble de mes modèles et de cette manière-là, je vais pouvoir les évider tous ensemble. Vous voyez, hein, on est sur un modèle creux avec une évacuation de résine. Donc voilà pour ces outils-là. Donc bon, il y en a toute une multitude, hein, vous pouvez le voir sur la barre de menu. Peut-être qu'on fera un webinar plus en détail sur une mise en place d'impression, une optimisation, ce genre de choses. Là, c'était surtout pour vous montrer la facilité de mise en place, hein, d'un flux d'impression. Et puis le setup, ça se prêtait bien à cet exercice-là. Voilà, on aurait pu le faire effectivement sur une impression de calcinable, un châssis ou ce genre de choses. Voilà. Est-ce que, de manière générale, vous avez des questions sur l'ensemble de ce webinar, que ce soit sur l'impression, sur le setup ou sur la mise en place? Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Non, pas de questions. Bon. Bon, je vais encore attendre 1 ou 2 minutes pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, hein. Mais effectivement, comme le dit le modérateur, vous pourrez toujours les poser par email si vous avez des questions par la suite. Au niveau des tarifs imprimantes, pour ça, on va voir en privé, hein. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail, hein, et puis on vous communiquera les tarifs. Donc là j'ai une question pour la Formlab, il s'agit du même logiciel. Alors non, c'est la plupart du temps c'est des logiciels qui sont dédiés à l'imprimante, hein. C'est le fabricant d'imprimante qui conçoit son logiciel dédié à ça, dédié à cette mise en place d'impression. Après la Formlabs, bon, moi, je peux pas trop m'avancer là-dessus. C'est une imprimante qu'on n'utilise pas, donc voilà. Le tarif, pareil, un tarif du four à polymériser par email, hein, Docteur Doco. On vous transmettra ça, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai pareil une question. Bonjour. Pour le setup, combien de temps estimé pour faire une série de 7 aligneurs? Alors tout dépend si si dans ce temps-là vous prenez en compte l'impression ou si c'est vraiment juste la conception du setup. Est-ce que c'est vraiment juste pour la création du setup numérique ou bien c'est de A à Z, c'est-à-dire à partir du scan intraoral jusqu'à avoir les aligneurs en main? Ça. Donc, je vous demanderai de pouvoir me le préciser si vous pouvez.
Est-il possible d'essayer de tracer facilement des axes, des racines sans importer le cone beam? Oui, on peut. C'est-à-dire vous avez toujours cet axe rouge qui vous permet de jouer en fait, de modifier l'axe d'insertion de la dent. Mais le problème c'est que ça reste du supposé en fait. Hein. On va donner une information au logiciel qu'on imagine. Donc c'est pas voilà. Le fait d'avoir le cone beam, c'est vraiment pour avoir la position exacte et voilà. Donc juste la conception du setup. Donc en termes de temps de bon, ça dépend, hein, ça dépend de l'utilisateur, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, Après, je vais vous dire, hein, moi sur un setup de 7 aligneurs. Après, le nombre d'aligneurs, c'est pas tant ce qui va créer, ajouter du temps en fait. Hein. C'est hum, c'est plus la complexité du cas. S'il y a une extraction, s'il y a des strippings à faire, s'il y a ce genre de choses, ça va ajouter un peu du temps. Mais qu'on ait 7 aligneurs ou qu'on en ait 20, si c'est des déplacements simples, ça va aller très rapidement. On compte pas plus d'une dizaine de minutes en comprenant la préparation du modèle. Sur des cas très simples, hein, je parle. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, a priori, il n'y a pas plus de questions, donc je vous invite effectivement à les poser à l'adresse astem.academy@astemdigital.fr si vous avez des questions par la suite. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.